OK. Donc, j'ai fait les deux premiers raidisseurs tout à l'heure avec la fonction que j'avais par défaut, évidemment, et que je cherche encore. OK, là voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'option de raidisseur en mode simple. Et c'est l'autre partie que je veux vous montrer qui est intéressante aussi. C'est que quand vous utilisez raidisseur, il y a un mode réseau. Et le mode réseau va vous demander ceci. OK? Si je veux vraiment bâtir une structure à l'intérieur de ça, mais je veux que ma structure soit une série de murs. Regardez comment c'est bien. OK? C'est sûr qu'il faut régler notre niveau. Donc, on commence avec quelque chose. On va dire que je vais me faire un plan oups, aux trois quarts de ma pièce. Donc, 0,75, ça devrait être pas pire. Ça se rend jusqu'ici. Donc, sur cette surface-là ou sur ce plan-là, ben, je vais bâtir le réseau qui m'intéresse. Donc, je vais me faire un certain nombre de lignes. On va dire que c'est ça. Là, j'essaie quelque chose parce que j'ai pas utilisé ça des centaines de fois, mais c'était comme cute. Donc, on va dire qu'on va mettre ça de même. Que je sors de là. Hop. Et que j'ai cette série de lignes-là qui touche nulle part mon modèle, mais qui est dans la cavité. OK? Je ne suis pas sûr si ça dépasse ou pas. En tout cas, dans la cavité, ça devrait fonctionner du premier coup. Je m'en viens faire des raidisseurs en mode réseau. Je choisis mon patron. Ça crunch un peu. Et on ramène ça à 0,125. Et voilà mon réseau. Joli, n'est-ce pas? Donc, à partir d'une esquisse, une seule opération, je viens de faire un paquet de murs. Cool, hein? C'est ces outils-là qui vous sauvent du temps à un moment donné. Quand vous savez quoi utiliser, quand, où, pourquoi, vous allez faire une bonne séquence. Si vous ne faites pas ça, comment, avec cet outil-là, vous faites quoi? Vous faites une esquisse, vous faites un paquet de rectangles, vous faites des. Tu sais, vous vous battez avec, vous avez un paquet de contraintes. Là, j'ai 6 lignes là, qui font un job. Et je suis juste curieux parce que je voulais pas l'essayer. Là, je sais au moins que ça fonctionne, mais je veux juste essayer un autre petit quelque chose. Ça devrait fonctionner aussi, là, mais c'est pour la pour le principe. Je vais juste voir s'il va bien faire l'extrapolation jusqu'au mur. Pouah, c'est trop fort. Ouais, c'est cute, ça. OK? Donc, un réseau. OK? Sous forme de raidisseur. Maintenant, qu'a-t-on d'autre là-dedans? On a plein d'affaires. Supposons, là, je vais le faire d'un autre fichier par contre pour que ça soit plus clair là, dans le modèle. Donc, je vais me faire un autre 4 parts. Ça va tellement vite la deuxième fois. Donc, supposons que je sois intéressé à obtenir une forme qui, dans un premier temps, puisse ressembler à ça. Puis qu'on fasse une petite contrainte. Tant qu'à faire quelque chose, on va essayer de faire de quoi de joli. Ouais. Là, je suis en train de penser à ce qui s'en vient, mais c'est pour ça que je suis pas vite vite, là. Donnez-moi 2 secondes. J'essaie de faire plus qu'une affaire à la fois. Je suis un prof, moi. Ça n'arrive pas tout le temps. OK, donc j'ai ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Je veux juste être sûr que j'arrive là. Ouais, ça pourrait avoir d'allure, ça.
Donc, j'ai ces deux formes-là que j'aimerais bien respecter d'une façon, disons, à faire une combinaison d'un premier profil, d'un deuxième profil pour obtenir ceci. OK, donc ça fait deux extrusions. Toum, toum. Ça fait l'intersection des deux et ça me garde ce qui est commun aux deux formes. Ça s'appelle combinaison. Combinaison ici. OK? Ça a son usage. Pour certaines affaires, ça peut être intéressant. Dans certains cas, il y a des pièces qu'on peut presque juste faire avec des combinaisons. Dans d'autres cas, parce qu'il y a une limitation à ça, c'est que si, par exemple, je reviens dans cette première forme-là et que je lui rajoute ceci, ça ne marche plus. OK? La combinaison m'oblige à utiliser des esquisses qui n'ont que ce qu'on appelle qu'un seul domaine. Ce qui veut dire que pour le moment, ça, je peux le mettre en ligne de construction, c'est pas un problème. Mais je ne peux pas le mettre comme deuxième boucle à l'intérieur de la première, ça ne passera pas. Oui? Est-ce qu'il va les répéter? Le contexte? Qu'est-ce que tu faisais? Sur l'autre mur. Dans le contexte actuel, non. Parce que je ne peux pas avoir deux formes. Le plus que je pourrais faire dans un contexte comme ça, j'arrive, puis là, je viens de découvrir que je peux malheureusement pas me faire un deuxième contour à l'intérieur. C'est sûr que je peux tout effacer ça pour recommencer, mais peut-être que je peux garder ma définition par rapport à ça, en faire un composant sorti, si on se rappelle que ça existe, et si on se rappelle surtout à quel endroit ça se trouve. OK, donc, tout, composant sorti. Ici, je ramasse le premier des objets. Hop. Zop. Zop. J'ai fait composant sorti, pardon. Composant profil. Vérifier la tangence. Pourquoi il ne me laisse pas ça? Propagation automatique, annulé. Parce que c'est des éléments de construction, possiblement. Donc, on ramène ça en élément régulier. Check. On y va pour un composant profil. C'est comme ça qu'il s'appelle? Composant contour. Là, ça fait le tour. OK, je sors de là. Donc, je récupère mon profil. Puis, si je veux vraiment défoncer les deux côtés, ben, je m'en viens faire une poche ici jusqu'au dernier. Toujours moyen de faire. C'est juste de déterminer comment on va vouloir le bâtir. OK? Ça pourrait être une façon de faire. Mais c'est pas ça que je veux. OK, je vais réutiliser ça tantôt avec d'autres choses. Donc, je garde ça de même. Donc, ça, c'est juste pour parler de l'outil de combinaison qu'on a ici. OK? Donc, je vais finir les outils qui sont là. Après ça, je vais parler de technique de modélisation parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut ramener. OK? Donc là, on a fait les raidisseurs, on a fait les combinaisons. On avait vu poche, extrusion, on a vu révolution. J'en refais une vite là, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème avec ça. C'est surtout au niveau des révolutions, l'idée que si vous définissez déjà un axe dans votre esquisse, cet axe-là va être automatiquement reconnu comme élément quand va venir le temps de faire la révolution. Donc, si vous décidez de produire votre géométrie comme ceci et de faire une révolution autour de votre pièce, dès que vous demandez révolution et que vous sélectionnez l'esquisse, il ne vous pose plus de questions parce que l'axe était déjà là. Donc là, présentement, j'aurais quelque chose de très difficile à fabriquer, en tout cas qui fait la job. OK? Mais là, vous avez aussi le choix de demander seulement 180 degrés. OK? Ce qui donne ceci, comme ça. OK? Maintenant, je reviens sur mon modèle précédent en espérant l'avoir. Ouais, OK. Et là, on va parler de ces deux petits copains ici qu'on appelle rainure et nervure parce que eux, ils sont intéressants à employer, mais il faut connaître les problèmes qu'on peut avoir.
Okay? L'idée dans les deux cas, okay? Parce qu'il y en a un qui enlève la matière, l'autre en rajoute. Donc, c'est la même commande, là, c'est juste qu'on crée ou on enlève. C'est que dans les deux cas, j'ai besoin de deux profils, ou j'ai besoin de deux courbes. Une courbe qui est le profil que je veux faire travailler, puis le deuxième, c'est la courbe guide que ce profil-là va suivre. Donc, supposons que je veuille rajouter un petit mur fancy sur le dessus de ceci. OK? Et par petit mur fancy, on va dire, OK, je viens travailler sur cette face-là. Là, je suis à l'envers, je ne me ferai pas... On se rappelle que si vous voulez travailler à l'endroit, puis que vous tombez à l'envers comme ça, ben, vous pouvez travailler à l'envers, c'est pas dramatique. Ou, pour ne pas vous casser le caillou, vous passez ici dans une esquisse positionnée, sur le même plan. Vous vous arrangez juste pour inverser votre V, inverser votre H, puis vous allez tomber dans le bon sens. Okay? On peut travailler pareil dans les deux cas, là, mais on va dire qu'on travaille avec ça. Bon, le petit mur fancy que je vais faire, c'est ceci. Okay? Je vais prendre quelque chose que je suis sûr qu'on ne peut pas faire avec une autre poche ou avec autre chose. Là, je vais avoir un bourron dessus. On pourrait faire autre chose, là, mais je ne veux pas rentrer dedans tout de suite. Donc, on va commencer par quelque chose comme ça. Et je vais venir terminer ici avec ceci. Bon. Ceci, c'est le profil que je vais employer. Maintenant, je veux que ce profil-là suive tout le tour de ma surface au-dessus. Donc, si je ne veux pas inventer la roue pour sauver un petit peu de temps, je crée un plan. Je crée une esquisse sur le dessus de ma pièce. Peu importe l'orientation, on s'en fout. Et ce que j'ai besoin, c'est d'aller chercher les formes. On se rappelle que je pourrais redessiner, ce qui n'est pas très rapide. Mais on se rappelle surtout que j'ai des outils ici qui s'appellent Géométrie 3D et qui sont des éléments de projection. Donc, je peux projeter des contours de ma pièce. Ça me donne des éléments jaunes. Et je pourrais faire ça tout le tour. Ou je vais faire ça si je veux faire une opération qui ne me demande pas toute la face. OK? Donc, j'irai juste chercher les éléments que j'ai besoin. Mais si j'ai besoin de toute la face, au lieu de projeter les contours, ben, je vais projeter la face. Okay? Donc, je vais obtenir toute la courbe dans une seule esquisse. Par projection, ça fait le travail. Maintenant, l'idée est la suivante. Je veux que le petit profil ici suive la courbe qui est là. Donc, en créant de la matière, je vais utiliser la fonction de nervure. Si je veux enlever de la matière, je vais utiliser la fonction de rainure. Si j'utilise la nervure ici, j'espère tellement que ça va planter parce que c'est ce que je vais vous montrer. Je vais prendre ça et je vais prendre cette courbe-là. Et ça me donne une erreur. Yeah, parfait. OK? On pourrait croire que c'est correct. Je veux que vous compreniez ce qui se passe et pourquoi on a l'erreur et pourquoi c'est mieux de travailler autrement que ça. J'ai défini cette esquisse-là dans ce plan-là. D'accord? L'idée, c'est de faire suivre l'esquisse normale au contour partout. Correct? C'est bien évident quand je regarde ici. Sauf que quand je regarde l'esquisse avec cette ligne-là, je suis en train de me promener sur le sens du profil. OK? Le solide, il n'aime pas ça. Là. Je suis en train de créer un plan d'épaisseur 0 sur ce bout de solide-là. C'est une erreur. C'est pour ça qu'il jamme. Donc, quand vous avez à faire ce genre de simagrée-là, OK? Il est toujours mieux de prévoir le coup en créant un plan normal à une courbe sur l'une des arêtes droites. Ça va vous placer le plan en plein milieu quelque part. OK? Puis on s'en fout où est-ce qu'il y a le plan, mais on sait que ce plan-là est normal à l'arête qui est ici comme il était normal à l'arête qui est là. D'accord? Ensuite de ça, l'esquisse qui est là, vous venez la dessiner sur ce plan-là et non pas sur le bord de la pièce. Comme ça, vous ne serez pas en conflit ici. Vous allez vraiment partir au milieu d'une nervure, puis vous allez être capable de faire le travail. OK? Le X, c'est que là, on l'a dessiné. Je m'en vais sur mon esquisse, bouton de droite, esquisse 8, modifier le support d'esquisse. Clic, je veux m'en aller sur ce plan-là. Clic, OK? On va avoir un message me disant, faites attention, ça peut vous sauter d'en face. Ça s'est produit, là. OK? Remarquez, là, mon profil est rendu à l'extérieur. On va réinverser le H. On va faire OK. Et je suis rendu là. OK? Des fois, là, il ne m'a pas donné le message d'erreur, mais des fois, il va vous le dire. Là. Il va vous donner un message d'erreur en disant faites attention, votre géométrie peut se retrouver à peu près n'importe où. C'est en gros ce que ça dit. Mais il faut dire que ce message d'erreur-là arrive aussi
quand vous avez utilisé une esquisse flottante par rapport à une esquisse positionnée. Okay? L'esquisse positionnée vous donne plus de contrôle. Donc, c'est pour ça qu'en principe, on devrait quasiment tout le temps travailler avec ça. Et vous savez tout le temps où est-ce que vous allez avec une esquisse positionnée. Donc, je reviens à ça. D'ailleurs, sous CATIA V6, il n'y a plus d'esquisse flottante puis positionnée. Vous êtes positionné par défaut, puis vous pouvez retomber flottant si vous faites une coupe de clics. Okay? Donc, je reviens ici faire ma nervure. Et là, je vais prendre mon contour. Je vais prendre ma courbe guide. Toum. Et il n'y en a pas de problème. Joli, n'est-ce pas? Si je veux faire maintenant une rainure de la même façon, et vous remarquerez, parce que vous aurez probablement dans votre examen 2 une pièce où il y aura une rainure. Puis c'est sûr qu'une rainure, dépendant comment elle est faite, ben on peut toujours faire ça avec une poche. Tu sais, si je vous demandais de me faire une petite rainure pour enlever le coin de la pièce en dessous ici, OK, tiens, petit exemple. Je m'en viens ici, sur ce plan-là, je me fais une esquisse positionnée encore. Mon système d'axe est en bas ici. Tiens, je vais projeter l'origine ou ce point-là, tiens. On va flipper notre Y. On est là. OK, je suis en train de travailler ici. Si ma géométrie est un petit peu complexe, on se rappelle qu'on peut demander à faire une coupe. Donc, on fait disparaître la partie solide qui nous intéresse. Moi, je vais me faire une petite rainure de ce genre-là. Donc, on va faire contrainte ou coïncidence plutôt. Coïncidence, puis j'ai ceci comme géométrie. Si je triche, j'ai déjà l'esquisse 9 qui correspond à ceci. Donc, tant que cette forme-là reste à la même position relative de celle-ci, je devrais pouvoir penser à faire une rainure avec mon profil et ma courbe guide. Ça marche pareil, là. OK? Mais je peux me reproduire. Ce serait probablement... Non, ce serait plus propre si on prend la peine de venir ici, créer une esquisse et dire qu'on veut extraire la géométrie. Maintenant, je vais essayer quelque chose. Si je fais maintenant l'extraction de toute la face qui est ici, j'obtiens malheureusement le contour externe et le contour interne. Et si je prends le contour interne, je peux... Oui, je peux l'effacer. OK, c'est beau. Donc, des fois, ça va aller plus vite comme ça, d'extraire une face et d'effacer ce qui ne nous plaît pas. OK, comme par exemple, vous avez une face avec des trous dedans. C'est sûr que quand vous allez sélectionner la face, le contour des trous va sortir, mais vous ne voulez pas que ces contours-là soient dans votre esquisse. Donc, vous générez la face puis vous enlevez les contours de trous. OK? Donc là, j'ai le même contour. J'ai ce qui va avec. Donc là, j'ai un contour pour mon profil, j'ai un contour pour ma courbe guide. Donc, je peux venir ici, retirer, pas à l'aide d'une poche, pardon, mais retirer à l'aide d'une rainure ce profil-là tout le long de cette courbe guide-là, ce qui va me donner ceci. Okay? On s'entend que j'aurais pu venir m'installer ici sur le contour. Tiens, on va faire d'autres choses. Je vais venir m'installer sur cette face-là. Et je vais venir, par exemple, je pense que la façon encore la plus rapide, ça va être de dire que je projette ceci. Là, à ce moment-là, je peux ramasser ça ici, supprimer, supprimer, supprimer. Tu sais, il faut travailler un peu, là, c'est clair, mais ça va quand même moins vite que ça va quand même plus vite que de tout redessiner, et c'est surtout que ça reste connecté avec votre géométrie de pièce. Donc, j'ai ça et j'ai ça. Donc, je peux prendre cette première forme-là, l'utiliser en construction, la réutiliser pour faire un décalage. Il faut juste faire les bons choix. J'ai un système d'axe dans le paquet, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas ça, mais l'idée, c'est que je pourrais décaler mon contour ici, produire ma géométrie, puis finalement, revenir ici
faire une poche. OK? Je pourrais faire ça. Et dans certains cas, il y a des gens qui s'essayent jusque tant que je décide de faire mon profilé comme ceci. Parce que ça, oups, là, il faut faire attention à nos dimensions par contre. C'est juste ça qui est mon petit... non, ouais, ça va être bon, mais ça, on va faire disparaître. OK. Ce genre de géométrie-là, avec le petit coin comme ça, là, vous ne pouvez pas faire ça autrement que par une rainure. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça apparaître sur une pièce d'examen, regardez vraiment le profil, là. Puis si le profil n'est pas une ligne droite, ce qui risque d'être le cas, oubliez toutes les autres options. Ce que je veux là-dessus, c'est une rainure. Okay? Ou une nervure, dépendamment. Okay? Il y a juste ça pour le faire. Parce que il y a des gens qui vont, dans un contexte comme ça, essayer de faire le profil une fois, faire une poche. Là, ils vont essayer de répéter la poche là, puis ils vont essayer de répéter la poche là, puis ça va être du gossage. Vous n'y arriverez pas avec des poches. Okay? Ça se fait tellement bien avec une rainure bien faite. Donc, pratiquez ça quand vous aurez une chance. OK? C'est matière à examen, c'est sûr. J'aime ça faire des rainures et des nervures. OK. Donc, on avait vu les multisections. On a fait ça ici, on a fait ça ici, on a fait ça ici. Maintenant, des cas particuliers. Je reviens là-dessus, je réutilise mon plan. Je vais flipper V. OK. Je voudrais me produire un spring. En fait, ouais, OK. Je voudrais me produire un spring, donc ce que je vais faire, je vais me faire un point là-dessus que je vais contraindre. Oui. Coïncident à ma surface. Donc, je veux surtout être à la bonne place. Donc, je sais où est-ce que je suis. J'ai ce plan-là. J'ai besoin d'une ligne normale à ma surface. Donc, cette surface-là, cette ligne-là, inverse la direction. La longueur n'a pas d'importance. On cherche un axe. Et j'ai besoin d'un point qui va être créé, disons, en X. Comme ça. OK? Et là, je dois aller fouiller dans un atelier voisin parce que je n'ai pas ce que j'ai besoin dans Part Design. Donc, je vais aller dans Generative Shape Design. Et dans Generative Shape Design, sous mes splines ici, j'ai des fonctions de courbe. Donc, premier ressort, hélicoïdal, OK, ou une hélice. Ça me demande un point de départ. Ça me demande un axe. Ensuite, je détermine le sens. Tout. Je détermine le pas. Donc, point 180, disons. Je détermine la hauteur sur laquelle je veux le faire, donc 1 pouce. Et j'obtiens une courbe hélicoïdale spatiale. Je n'ai pas de solide, j'ai une courbe. OK? Maintenant, si je veux bâtir un ressort à section constante, je vais avoir besoin d'un plan que je vais bâtir normal à ma courbe. Et personnellement, j'aime bien placer mon plan à une des deux extrémités là, du ressort, savoir où est-ce que je travaille. Donc, j'ai ça ici. Maintenant, je vais revenir en Part Design parce qu'on va travailler en solide. Je vais me faire un petit ressort. Donc, je m'en viens me faire une esquisse qui peut être positionnée dans ce plan-là. Je vais prendre comme origine la projection de mon point limite. Donc, je vais savoir où est-ce que je suis. Je vais flipper mes axes. Pas que ça se promène tout croche dans l'espace. Et je m'en viens là. Bon. Ce que je veux, c'est une section circulaire. Fantastique. Donc, je fais ça ici. Poup. Poup. Je me donne un petit rayon de, disons, 0.093. Et j'ai un cercle qui est normal à une courbe hélicoïdale.
je veux faire mon solide, même opération que tantôt. C'est la géométrie qui diffère. L'opération solide, c'est la même. Je m'en viens faire une nervure. Profil, courbe guide. Et voilà mon ressort. Si, parce qu'il y a de ces ressorts-là qui sont faits exactement comme ça fait le job. Il y en a d'autres qui sont rectifiés pour avoir des surfaces d'appui planes. Si vous voulez faire ça, il y a différentes façons de faire, mais une façon rapide consisterait à simplement venir produire une géométrie. Moi, ce que je fais habituellement, là on s'entend, le ressort que je viens de créer est accroché sur le solide que j'avais déjà là, mais si je l'avais fait tout seul et que je voulais rectifier les deux bouts, je me fais une forme en C. Donc, clic, 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 clic. Quelque chose pour nettoyer mon solide. Donc, je fais quelque chose comme ceci. Je viens faire une poche. OK? Jusqu'au dernier. De l'autre bord, jusqu'au dernier. On se rappelle que il y a un plus et un moins là-dessus là, qui nous donne la possibilité d'utiliser deux limites. Donc là, c'est sûr que je bouffe à travers de ma pièce aussi. Mais l'idée est que je viens de nettoyer le dessus de mon ressort comme si j'avais fait une surface rectifiée. OK? Maintenant, dans le même ordre d'idée, si j'avais un nouvel axe et, disons, ceci de fait en révolution dessus, et que je suis intéressé à me couper, en fait, attendez un peu, non, on va faire ça parce que là, je vais être obligé de refaire toute ma géométrie, puis je l'ai déjà. Donc, j'efface ça, et j'efface ça. Et ça, j'efface ça. On va dire que ceci, je le soigne de manière à ce que cet axe-là et ce point-là soient coïncidents. Et que cette ligne-là et ce point-là soient coïncidents. Fantastique. Bon. J'ai ça ici, j'en fais une révolution, ça ressemble à ceci comme ça. OK. Là, j'ai effacé, non, j'ai encore mon hélice qui est faite comme ceci. On va juste changer les paramètres pour que ce soit un petit peu plus joli. On va monter ça 1,5 pouce. Aperçu. Ouais, idéalement, il faudrait que je sorte de ça. 1,75 pouce. Avec ça, je peux me permettre d'aller me chercher un pas à 200. Ouais, OK. Bon, je pars avec ça. J'ai toujours ma forme ici. Et là, ce que je voudrais faire, ben deux choses. Non, en fait, j'ai deux, trois choses à faire. Je vous ai fait faire un hélicoïdal tantôt avec un cercle, donc ça avait de l'air bien beau. Sauf que supposons que dans un premier temps, j'aime plus le cercle. Est-ce que je veuille... C'est un petit rectangle comme ceci. OK, c'est sûr qu'il faut le faire de façon à ce que la géométrie soit faisable en fonction de ce qu'on met là, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes géométriques. Il faut faire attention. Donc, supposons que je reparte avec ça et que je décide de faire encore une nervure ici, de ce rectangle-là et de ma courbe guide. Remarquez le petit problème que je rencontre rendu là. OK? Ma forme est en train de twister sur elle-même. Donc, quand je fais ça, si je veux éliminer le problème, je vais changer mon mode de contrôle pour passer avec une surface de référence. Et ce que je peux prendre, c'est un plan qui est parallèle à l'un des côtés de mon rectangle. OK? Courbe de balayage doit être
poser sur la surface de référence. Ouais, il n'a pas aimé ça. Attendez un petit peu. On va débarquer la surface de référence. Annuler, annuler. On va essayer d'aller chercher un plan. OK. Je vais aller refaire ça avec nervure. Profil, courbe guide. Surface de référence, on va essayer le plan ici pour me donner ceci. Ok, la surface qui était là était peut-être pas une bonne idée, là, mais le plan est infini, c'est plus stable, effectivement. Donc là, je suis au moins en mesure de contrôler ma forme. Ok, chose à connaître. Maintenant, au lieu de faire ce que je viens de faire là, je veux me faire un filet carré. Ok, vous avez vu ça, des filets? Les filets unifiés national, le filet Acme, le filet carré. On va faire ça simple, on va se faire un filet carré. Ma géométrie déjà en place. Je viens faire une rainure. J'ai mon profil. J'ai ma courbe guide. Je viens demander une surface de référence qui va être le plan qui est là. Et ça me donne ceci. Donc, si vous avez à couper des filets dans quelque chose, vous pouvez le faire de cette façon-là. Ça n'a pas besoin d'être précis, ça fait joli. Il y a des logiciels qui vont vous faire des filets comme ça. OK? Je pense que SolidWorks fait ça. Peut-être Solid Edge. C'est correct, là. Mais imaginez quand vous avez un assemblage de 80 000 pièces, là, si vous avez commencé à couper des filets ces vis, là, vous allez laguer, pas rien qu'à peu près, à cause de vos filets. OK? Donc, si vous faites un assemblage qui a 3 boulons dedans, puis que vous avez les boulons coupés, puis que vous présentez ça à monsieur tout le monde, qui ne sait pas lire un dessin, correct, là. On reconnaît que c'est un boulon, puis c'est pour ça que ces logiciels-là vont souvent voir ça, parce que c'est ce genre d'assemblage-là dans lequel on va retrouver. Donc, on n'a pas des assemblages de 80 000 pièces avec SolidWorks ou avec Solid Edge ou avec Inventor. C'est rendu à 400-500, donc on commence à trouver que c'est beaucoup. Donc, si ça lag un peu plus parce qu'on a fait des filets comme ça, en 4 c'est pas par défaut. Si vous voulez couper un filet pour quelque chose, ça se coupe. Je viens d'en faire un. Mais sachez que vous venez de gonfler votre mémoire pas mal. Puis c'est pareil dans les autres logiciels. C'est parce que dans les autres logiciels, c'est pas fait pour travailler avec des grandes quantités de pièces. OK? Donc, ça, c'est pour les hélicoïdaux. On fait sauter ça. On va essayer une spirale. J'ai eu la requête. Ça devrait marcher pareil. C'est juste que je n'ai pas fait ça bien souvent. Regardez qu'est-ce que ça demande. OK, j'ai fait disparaître ma ligne. Oh, je risque de... je n'ai peut-être pas besoin. On va aller voir. OK, donc si je reviens ici et que je vais faire une spirale, qu'est-ce qu'on me demande? Un support, un point de centre, une direction de référence. On va s'essayer perpendiculaire à la surface. L'axe n'est pas dans le plan. OK, donc ça me prend quelque chose comme ceci. OK, c'est à ça que sert la référence. OK, pour savoir comment on va évoluer. Donc, ça règle la distance entre le premier et le point suivant. Donc, OK, c'est beau. Donc, une fois qu'on a ça en place, ben là, qu'est-ce qu'on va avoir? 2 révolutions, 3 révolutions, 4 révolutions, 5 révolutions. On veut que le rayon fin soit... OK, j'ai l'angle et le rayon, mais je pourrais avoir l'angle et le pas. Donc, je pourrais... Ouais, là, il va flipper. Là. Donc, j'ai un angle de 360. Ah non, OK. Il va falloir que je donne quelque chose comme ça, puis il va falloir que je donne probablement un pas de 0.1. OK, donc ce genre de paramètres-là qu'on va trouver. Une fois qu'on a la courbe, on fait le plan normal de la courbe, on fait le profil.
on swing et on se fait des labyrinthes. Ouais, ok, c'est ça. Une fois que tu aurais quelque chose comme ça de fait, ben là, tu pourrais venir toujours créer en part design. Disons, dans ce plan-là, parce qu'on devrait toujours être correct, ouais, dans ce plan-là, on va venir se faire une esquisse positionnée où l'origine va être la projection de ce point-là. On va flipper le V. Bon, mettons que j'ai quelque chose comme ceci et que je dessine cette petite forme-là. Je devrais normalement être capable de faire une nervure avec ceci comme profil, ceci comme courbe guide, puis c'est ça que tu veux? Comme ça que ça se fait. Question de tour physique, là. Sur un ressort hélicoïdal, l'allongement, pour avoir la force du mouvement sur les sons. Pour ça, ici, c'est quel allongement? Dans le sens, l'axe, et dans le sens, Qu'une idée. Probablement dans un livre de ressort, on va parler de ça, puis ça existe là. Faut mettre la main dessus, mais ou peut-être un livre qui s'appelle question culturelle, pas question culturelle, point culturel pour vous. Vous allez sortir d'ici dans quelques années avec très peu de contenu tangible. Vous allez avoir plein d'affaires dans la tête, vous allez avoir quelques notes de cours, puis au bout de 3 déménagements, vos notes de cours, vous me direz si vous les avez encore. Donc, d'acheter des livres de temps en temps, ça peut ne pas être mauvais. Je vous recommande, si jamais vous avez un livre à acheter. OK, Amazon.com. Je vous recommande un petit livre qui s'appelle The Machinery's Handbook. Il en garde habituellement des copies à la coop. OK? Wow! Ça, c'est vraiment pas cher. Ça a quasiment pas d'allure, même. 14$, c'est ça? Ce livre-là, en bas, il est 100$. OK? Donc, je sais pas pourquoi celui-là est 14 de quelque chose. Il est peut-être usagé, mais même à ça, c'est vraiment pas cher. Ou encore, il est 14$, puis vous avez 60$ de shipping. Faites attention. Non? OK. En tout cas, tout ça pour dire que si vous avez un livre à acheter, achetez celui-là. Parce que vous allez trouver toutes sortes d'affaires là-dedans. Vous allez avoir des notions de résistance des matériaux, des notions d'usinage. Tu aurais probablement tes réponses par rapport au ressort, ça. C'est une Bible. C'est une Bible et ça devrait, en tout cas, à mon opinion, c'est un incontournable. Et si vous êtes pour avoir un livre mécanique, commencez par celui-là, puis après ça, vous en achetez un autre. Mais c'en est un bon à aller chercher. Tu aurais peut-être ça. Il y en a quelques-uns à la bibliothèque. Et puis en passant, les ressorts, ça date quand même de quelques années. Ça fait que même si tu pognes la 22e édition, ça marche. Là. Puis la même chose, si oui, ça vous intéresse, mais vous ne voulez pas mettre le 100 quelques piastres qui est demandé à la coop ou quelque chose de genre, vous trouvez ça usagé quelque part, là, c'est la 27e, la 25e édition. Là. Les engrenages, les ressorts, les forces, la mécanique des fluides, ça n'a pas changé bien gros là, depuis les dernières années. On peaufine la chose, je veux dire, il n'y a pas tant d'ajouts que ça. Vous pouvez partir avec une vieille version, ça sera déjà au moins un livre que vous pouvez utiliser. OK? On revient à ça. Donc, on a fait une spirale Yahoo. Je n'ai jamais fait ça. C'est joli, pareil. Si on décide de faire des moteurs de tondeuse, on va être correct. OK. Ou des éléments de poêle, jusqu'à un certain point. Ça peut ressembler à ça. Les vieux poêles. OK. Donc, ça, on a fait le tour. Pas pire. OK. On revient dans quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, je vais me faire une autre pièce, ça va le mériter. Non, je veux pas ça. Ça, je vais le garder. Des fois que je vais faire un petit peu plus tantôt. Donc, nouveau part.
OK. J'ai une plaque ou un bloc, j'ai un trou dedans. Et, première des choses, je veux faire un trou ici, qui va être un trou fileté. On s'entend. Si je fais un trou fileté, il n'y aura pas de filet comme je viens de découper sur mon modèle 3D. Il va être défini comme fileté. On va pouvoir l'analyser dans le 3D. Il va sortir comme fileté. Il va me donner le dessin d'un trou fileté, mais il n'y aura pas de filet. Okay? Donc, si j'ai à faire un trou fileté, ben, je passe au taraudage. Je le demande taraudé, ce qui m'ouvre mes options. Puis maintenant, il faut que je définisse le type de trou fileté que je vais faire. Et j'ai des standards. Ces standards-là sont définis ici, sont disponibles. Et vous remarquerez que vous avez des filets externes et des filets internes. Parce qu'on a toujours des valeurs par défaut globales. Mais en réalité, un filet externe n'a pas exactement les mêmes paramètres qu'un filet interne, même si on parle d'un 1 quart 20. Ou d'un demi-12, un demi-13, des choses du genre. Donc, vous déterminez si vous y allez interne ou externe. Donc, ici, je suis en train de travailler sur un trou, donc on parle d'un filet interne. Supposons qu'on va chercher un UNC interne. OK, là, on me dit que ça n'existe pas, c'est correct. Là, vous allez tomber ici. OK, là, vous avez tous les choix de filet interne UNC. Donc, on cherche du 1 demi-13, clic. Remarquez que tout se change. On va définir un trou fileté 1 demi-13, mais le trou qui va se bâtir va avoir un diamètre de 422. OK? Parce que c'est le diamètre standard, si on veut, du petit cylindre que vous pourriez passer dans le trou fileté. Le 1 demi étant la valeur nominale du fond du filet. OK? À l'inverse, si vous avez une pièce filetée de 1 demi, ben, vous allez être près du 1 demi dans le diamètre externe. À l'interne, le diamètre de la racine tomberait aux environs de quelque chose de plus petit que 422, là, probablement 415, pour être sûr que ça passe sans interférence. Mais ça, vous n'avez pas à gérer ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir votre type de filet. OK? Donc, à partir du moment où vous avez ça de fait, OK, vous pouvez, parce que là, mon trou était fait à travers, mais je peux décider d'avoir un trou qui va être borgne. OK? Ma pièce faisait 2 pouces d'épaisseur, donc je veux que mon trou fasse, disons, 1 pouce. J'en masse de profondeur pour ça. Moi, j'ai besoin d'une prise 1,5 pouce. Là, quand je vais avoir 1,5 pouce d'entrée dedans, là, si je suis dans de l'acier, j'en masse pour faire ce que je veux faire. Donc, supposons que je fais mon trou 1,5 fond en V. OK? Donc, ça, ce serait mon trou. OK? Maintenant, quand j'arrive à mon taraudage, je veux du 1 demi-13, mais je le veux pas nécessairement 1 pouce. Mon trou fait 1 pouce. Bon, je vais peut-être avoir, si je fais tous mes calculs précisément, parce que je suis en train de faire du filet dans de la pièce aéronautique, puis que mes calculs d'épaisseur ont de l'importance pour mon poids dans la date, je vais arriver au fin du fin. Si je suis en train de faire un trou pour une pièce d'outillage, on s'entend là, l'outillage, ça ne vole pas, on ne fait pas tous ces calculs de précision-là, on s'arrange pour ne pas tarauder puis pogner le fond du trou parce qu'on casse le tarot puis c'est pas d'avance. Donc, si je demande un taraudage, moi, de 0,75, il me reste un quart de pouce de clairance pour mon fond de trou, je suis en business. Aperçu, j'ai pas d'aperçu, je fais OK. Donc, voici un trou taraudé. C'est à ça que ça ressemble. Bonjour, Jean. C'est à ça que ça ressemble. OK? Donc, OK. Qu'est-ce qui me dit que ce trou est taraudé par rapport à celui-là? Absolument rien quand je le regarde comme ça. Si je veux le savoir, j'ai une possibilité, quand je trouve l'icône, de demander des analyses. Et j'ai une analyse de taraudage. Clic. OK? On passe à travers tout le modèle. Et ce trou-là, il est taraudé. Et là, on me le montre. OK? Maintenant, je vais garder ce modèle-là parce que je vais sortir. Ben tiens, je vais faire ça tout de suite. Si je vais fichier, nouveau, drafting, drawing plutôt. OK, je m'en viens ici. Toup. OK. Bon, je m'en viens chercher une vue de face de ma pièce, qui est celle-ci. Donc, on voit que déjà,
parce que dans mes paramètres de vue, je demande le taraudage, ben mon trou sort taraudé. Et si je le sors en vue de côté, je vois rien, parce que par défaut, mes lignes cachées ne sont pas montrées. Mais si je les montre, c'est ça que je vais voir. Donc, c'est à ça que ça sert, de définir des trous taraudés. Parce qu'on est encore au stade où on a besoin des dessins. OK? Donc, le trou taraudé, vous le définissez correctement, vous entrez vos bonnes profondeurs et ça va. OK? Puis, quand arrive le temps de faire le dessin, que vous le fassiez comme ça ou que vous fassiez une coupe, parce que si j'avais décidé de venir faire une coupe ici, là, à ce moment-là, j'ai plus besoin de changer les propriétés. C'est ça que je vois. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important quand vous allez travailler sur des pièces avec des trous taraudés, de les définir correctement dans vos trous. Puis remarquez que l'apparence du trou dans l'arbre et du trou taraudé n'est pas la même. OK? Pour vous aider à localiser plus vite. Maintenant, supposons que j'ai à faire un trou taraudé. Vous avez probablement vu déjà là, des systèmes de rétention comme ça. Vous glissez une tige dans un trou, puis vous avez un set screw ou une vis de pression qui vient bloquer. OK? Parce qu'il peut y avoir un plat sur votre tige ou quelque chose de genre. Vous avez vu ça quelque part? OK? On n'invente pas la roue, c'est des choses quand même typiques. Donc, j'ai besoin de faire un trou taraudé dans cette pièce-là jusqu'au centre de ce trou-ci pour être capable de bloquer autre chose. Donc, je vais venir me faire un petit trou. Donc, supposons que je m'en vienne faire... Où sont mes trous? Parti faire un tour au dépanneur, hein? Ouais, ma fonction est partie au dépanneur. Donc, on va aller au dépanneur. On va aller la rechercher. Personnaliser. Barre d'outils, rétablir les positions. OK, fermer. OK. Bon, voilà ça ici. Je veux pas ça. Ce que je veux, c'est ça ici. Et j'ai mon trou. OK. Je vais avoir un trou dans cette face-là. Et je veux ce trou-là taraudé. 10-24. On va le prendre, on va faire un set screw UNF. Donc, interne UNF. On va donc pas parler de 10-24, mais de 10-32. OK? Là, on fait attention parce que si on ne veut pas se casser la tête à positionner ça, je veux que mon trou soit quelque part par rapport à ma face, mais je veux surtout que mon trou reste toujours aligné avec l'axe du trou qui est là. Donc, je peux revenir ici, aller dans mon esquisse et aller chercher l'astérisque qui représente mon centre de trou et le connecter sur l'axe du trou sur lequel je vais être toujours aligné. Je mets ça en coïncidence, donc je vais toujours tomber centré. N'est-ce pas? Donc, je fais un trou. Et là se pose le petit problème. Présentement, je suis dans un contexte de trou borne. Je pourrais vivre avec ça, mais ce que je veux surtout, c'est quelque chose qui va être adaptatif. Parce que peut-être que ce trou-là va se déplacer, et j'aimerais ça que celui-ci suive. Donc, ça se peut que ça soit plus creux, plus haut. Donc, borne, c'est une option, mais peut-être que je pourrais aller jusqu'au suivant. Et là, ça m'assurerait que le trou se rend jusqu'ici. OK? Donc, c'est déjà plus adaptatif comme ceci, parce que si mon trou ici se rapproche, ben, je n'irai pas trop loin avec le nouveau trou de taraudage, je ne risquerai pas de défoncer de l'autre bord. Hein? Et deux, si je m'éloigne, ben, lui, il va s'adapter aussi. Première affaire. Mais deuxième chose, taraudage, c'est pareil. C'est quoi la longueur de taraudage que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de tarauder jusqu'au point ici ou jusqu'au point sur le côté où le trou défonce? Ça encore, il faut à calculer. C'est emmerdant de faire ça. À moins qu'on aille chercher la profondeur du support. Et à ce moment-là, mon trou est taraudé. OK? Si je l'analyse, il va sortir comme tel. OK? Jusqu'ici.
Mais si éventuellement, ce trou-là se déplace ici, on s'entend que le trou qui est sur le dessus va devoir s'allonger, que le taraudage va devoir suivre, mais je n'aurai pas d'erreur. C'est ça l'idée. C'est d'être capable de se déplacer sans faire sauter le modèle. Donc, les choix que vous affectez à vos opérations ont une importance. OK? J'aimerais, mais je ne suis jamais capable de faire ça, puis vous allez mourir si je le fais. Mais j'aimerais ça être capable de vous donner un examen à un moment donné où je vous fais faire une pièce, puis qu'à 20 minutes de la fin, je dis, oh, design change, on a besoin de ça, 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 ça. Et que là, vous êtes pris pour modifier votre pièce pour arriver. Mais ça, il faudrait que je m'assure que vous soyez capable de finir la pièce 20 minutes avant la fin. Je n'ai jamais été capable de faire ça. Parce qu'il y en a qui la font, il y en a qui la font pas. Donc, finalement, il y en a qui ne seraient pas rendus là, qui feraient le design change. Mais c'est là que vous vous rendez compte si vous avez travaillé comme il faut ou pas. Quand vous tentez de modéliser votre pièce, pas de la modéliser, mais d'éditer votre pièce, puis que ça suit, que ça ne vous saute pas à la figure. OK? Parce qu'il y a tout le temps des gens qui se forcent un peu mieux à modéliser, puis ils retournent dans leur pièce, ça va bien. Il y en a d'autres qui cochonnent la pièce d'un bout à l'autre. Tout ce que je souhaite à cette deuxième classe de gens-là, c'est qu'ils retournent dans leur caca quand ils ont travaillé sa pièce. Que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui ramasse la pièce merdique que vous avez faite si vous travaillez comme ça. OK? Parce que ça va vite se savoir, hein, sachez-le. Si vous n'aimez pas ça, faites le choix honnête de chercher d'autres choses comme job. Et si vous voulez travailler là-dedans, forcez-vous à travailler peut-être un petit peu plus lentement au début, mais à travailler comme du monde. Et à ce moment-là, le monde va être content de travailler avec vos modèles, puis vous allez vous bâtir une réputation plus facile, ça va être plus long à bâtir qu'à démolir. Donc, si vous faites la réputation de quelqu'un qui travaille tout croche, ça risque de vous suivre pas mal plus longtemps que vous pensez ce genre d'affaires-là. Donc, c'est encore une fois ce genre de niaiseries-là qui sont bonnes à connaître. OK? Donc, pour les trous filetés et les supports et tout ça, là, vous irez voir les différentes petites options, c'est cute. OK. Je saute de ça parce qu'il reste encore des modèles, des choses à aller voir en modélisation solide. On a sous les pads les options avec les drafts, on a les multiples pads. Ce n'est pas des affaires que j'utilise puis que j'encourage à utiliser tout le temps très fortement parce que ça vous donne des fonctions automatiques, mais quand vient le temps de faire l'édition, justement, c'est pas tout le temps évident. Alors, on va aller passer du temps là-dedans éventuellement. Pour le reste, on est capable de faire un bon bout. Je voudrais juste faire un petit tour vite sur maintenant de la méthodologie de modélisation qui consiste à travailler avec des opérateurs booléens. OK? Parce qu'il va se produire malheureusement des cas où CATIA n'a pas l'outil qu'il faut pour faire la job. Et que vous devez trouver une façon de faire la job pareil. Premier exemple de ça, pas ça, mais ceci. J'ai essayé tantôt de faire cette pièce-là avec une ouverture dedans, puis je ne pouvais pas le faire. C'est sûr que je peux la faire avec une combinaison, comme je l'ai faite, et ensuite de ça, venir faire une poche, comme je l'ai faite aussi. Mais dans certains cas, ça peut s'avérer intéressant d'être capable de tout faire ça d'une seule opération. Donc, je fais sauter la révolution parce qu'elle ne me sert à rien. Et en fait, je fais sauter la combinaison juste pour revenir à mes deux profils. OK? Donc, supposons que cette esquisse-là a effectivement cette forme-là que je dois considérer. Donc, je ramène comme ceci. Et que cette forme-là, en plus, a aussi une forme quelconque là, à considérer. OK? C'est ça que je veux faire. Ça va faire de quoi de drôle, là, mais c'est ça que je veux faire. Là, ce que j'aimerais faire, c'est d'être capable de produire un solide qui aurait ces deux formes-là, avec les cavités tout croche qui sont à l'intérieur. On va faire deux choses. Première des choses, on va parler d'opérateur booléen. Donc, un opérateur booléen, c'est simplement que je suis capable, si je décompose mon cat part en sous-parties, de faire
des opérations pour arriver à produire ma géométrie un peu plus complexe. Et j'ai 3 opérations booléennes principales que je vais illustrer à partir de 2 pièces au tableau. Pour ceux qui vont écouter une vidéo et qui ne verront pas rien bouger, je ne suis pas mort, juste parce que ça sera au tableau. Donc, j'ai 2 solides que je vais faire à l'intérieur d'un seul CAD part. Okay? On va appeler ça des quarts de pièce. Il y en a un que je vais nommer A, l'autre B, pour parler des opérations. Les 3 opérations qu'on va utiliser, c'est l'union. Et dans ce cas-là, A plus B est égal à B plus A. Et dans le contexte présent, où ce cylindre-là passe à travers le bloc, ben, ça veut dire que j'aurai comme résultat une espèce de morceau qui serait un bloc avec 2 poignées de préalable. Okay? A plus B, là, ça vient de me faire un morceau de ces 2 pièces-là. Si je fais la soustraction, pourquoi je rentre dans l'imprimante? En faisant la soustraction, ben, je n'ai pas le même résultat si je fais A moins B que si je fais B moins A. A moins B, ça veut dire que je soustrais le cylindre de la plaque. Ça me donne donc une plaque avec un trou dedans. Si je fais B moins A, je suis en train de soustraire la plaque du cylindre et j'obtiens quelque chose qui est bizarre, mais qui est valide, mais c'est-à-dire 2 bouts de cylindre qui ne sont pas attachés ensemble, mais c'est un seul solide. Et c'est une structure valide. C'est un peu comme si vous aviez dans une esquisse que vous faisiez 4 carrés le long d'un grand rectangle et que vous fassiez l'extrusion comme pour faire 4 pattes de table en même temps. C'est exactement le même genre de géométrie. Okay? Donc, dans un cas de soustraction, l'ordre dans lequel vous allez choisir vos solides va être important. Et finalement, le dernier cas, c'est le cas d'intersection. Où l'intersection va faire que je vais aller chercher la partie commune des 2 solides. Donc, dans ce cas-ci, un petit bout de cylindre de l'épaisseur de la plaque. OK? Bon. Donc, c'est ça, les opérations booléennes qu'on va travailler avec. L'union, la soustraction et l'intersection, on va commencer par ça. Maintenant, pour être capable de faire ces opérations-là, ça veut dire que j'ai besoin de sous-parties à mon CAD part. Donc, je suis toujours dans le part 2. J'ai un corps principal, c'est une sous-partie, ça m'en prend un autre. Donc, il va falloir que j'en insère une nouvelle, et ça, on fait ça par l'insertion de corps. Et j'obtiens un nouveau corps de pièce. C'est de bonne guerre, quand vous êtes pour faire ça, de mettre les esquisses dans vos corps de pièces. Donc, si vous avez commencé en n'y pensant pas, puis vous dites, ah, c'est vrai, l'esquisse 2 va devoir passer dans le corps de pièce 2, vous allez sur votre esquisse, bouton de droite, objet esquisse 2, changer de set géométrique. C'est bon pour les sets géométriques, c'est bon pour les corps. Donc, vous l'envoyez là, vous dites OK. Et dans mon corps de pièce 2, j'ai mon esquisse 2. Donc, vous travaillez proprement, on se retrouve. C'est l'idée. Maintenant, j'ai plus qu'un corps de pièce. C'est celui qui est souligné qui est actif. Donc, le corps de pièce 2, présentement, contient cette esquisse-là. Et là, je vais chercher d'autres matières. Je vais faire une extrusion de ça. Donc, je vais faire l'extrusion de cette esquisse-là. Et par défaut, on est habitué à avoir une extrusion qui va être faite dans le sens de la pièce. C'est-à-dire perpendiculaire au plan de la pièce. Donc, je peux faire cette extrusion-là, disons, sur 3 pouces. Je ne sais pas si c'est assez. Bon, ça serait déjà pas... Non, c'est pas assez, on va y aller à 4. Ça n'a pas d'importance que je le fasse plus grand ou plus petit. On va voir après pourquoi. Donc, 4 types, perçu, ça ressemblerait à ça. Mais, en plus, mon extrusion, je ne veux pas la faire droite, je voudrais la faire le long de cette orientation-là. Donc, si je fais plus ici, je peux décliquer l'option perpendiculaire au contour et aller me chercher une référence qui va être cette ligne-ci et obtenir cela. Ouh, c'est différent, hein? Maintenant que vous savez qu'on peut faire ça, vous irez voir l'exercice qui s'appelle prisme. Dans la modélisation, il sert à faire rien que ça. Rien que de ça qu'il y a. Okay? Mais c'est juste ça que je fais, là, c'est que j'ouvre la boîte de dialogue puis je viens créer des profils à différents angles. Donc là, j'ai fait le premier solide comme ceci.
OK? Et je m'en fais un nouveau dans le corps principal que je viens réactiver. Et celui-là, je vais le faire perpendiculaire à la géométrie. Donc, je vais faire une extrusion de ce profil-là, du bon bord, sur probablement, si ça c'est 4, on va aller à 5 ou à 6, et à 7. Donc, j'ai deux solides un dans l'autre. Et ce que je vais faire maintenant, c'est venir sur le corps de pièce 2, bouton de droite, objet corps de pièce 2, et je vais venir faire l'intersection des deux. Donc, j'obtiens ça d'un côté, j'obtiens ça de l'autre, et j'obtiens comme objet global ceci. Donc, j'ai deux corps de pièces dans lesquels j'ai produit des géométries différentes, et j'ai fait une opération entre les deux. Ça, on peut utiliser ça pour différentes façons. Okay? C'est-à-dire, on peut utiliser ça de différentes façons pour différents modèles. Autre exemple, parce que je sais que j'ai vu des gens commencer à gosser là-dessus, puis ce serait le temps que j'en parle un petit peu. On va créer un petit CAD part. J'ai, par exemple, sur ce plan-ci, un cube qui va être défini d'un rectangle que je vais faire symétrique, parce que c'est arrangé un petit peu avec le gars des vues. Donc, de ce plan-là à ici, de ce plan, en fait, de ce plan-là à là, de ce plan-ci à ici, de ce plan-là à là. Je vais prendre ça, faire une dimension équivalente égale à 1 pouce, et tout le monde est égal à 1 pouce, donc j'ai un carré. Okay? Et maintenant, je vais faire une extrusion symétrique d'1 pouce, donc j'ai un cube central d'origine. Et maintenant, ça c'est bon, ça va être enregistré là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un petit coin ici qui va être sphérique. Exactement comme dans ceci, si je m'en vais sous classe construction, étudiant 513, modélisation, knuckle. Belle petite pièce qui a rien. C'est un cube avec un trou, avec une révolution. Donc ça, vous êtes capable de faire. Ce que vous n'êtes pas capable de faire présentement, c'est ceci, qui est un spherical corner. OK? Mon dessin n'est pas bon. Ça devrait être marqué SR, c'est pas le dernier dessin. En tout cas, c'est un coin sphérique qui va là. Et c'est une portion de sphère. Sauf qu'il n'y a pas de fonction sphérique sur CATIA. Si vous-même vous fouillez toutes les différentes options, puis vous finissez un jour par trouver une façon de le faire en sphérique, laissez-le moi savoir, s'il vous plaît. Ça fait des années que je regarde ça à temps perdu. Je me suis écœuré, je l'ai fait en booléen. Hein. Mais c'est pas une fonction impossible. Je faisais de ça sur AutoCAD il y a longtemps. Donc, ici, ce que ça me demande de faire, c'est d'aller produire de la géométrie dans un corps de pièce. OK, donc je me crée un nouveau corps de pièce. Je me crée sur l'une des faces de mon cube, peu importe laquelle, un tout petit carré qui va avoir ceci comme caractéristique, coïncident aux faces externes de mon cube, et avec une diagonale comme élément de construction qui, elle, doit être réglée de manière à être à 45 degrés par rapport à mes faces et qui doit avoir la valeur du rayon que j'aimerais produire, donc disons 0.5. Je vais me faire un rayon sphérique de 0.5, je mets ma diagonale à 0.5. OK? Rien qu'une chose, je vais avoir besoin aussi de connaître la longueur du côté, sauf que si je cote cette longueur-ci, on sait ce qui va arriver, ça va devenir mauve. Jusque temps que je l'édite et que j'en fasse une mesure, ce qui me permet d'avoir la cote sans la contrainte, donc je retombe correct. OK?
Donc, je commence par cette petite esquisse-là et j'en sors. Ce qui me donne ceci. Une fois que j'ai cette petite esquisse-là qui est faite dans mon deuxième corps de pièce, je m'en viens faire l'extrusion de mon petit cube d'une longueur qui correspond à ce qu'il y a là. Mais moi, je veux quelque chose d'adaptatif. Donc, je ne voudrais pas être obligé de taper .3536 parce que si je le tape, c'est sûr que ça va être correct tant que je vais garder ça, mais si je décide de changer mon rayon de 0.5 à 0.625, ça va changer, ça ne changera pas. Donc, au lieu de taper 3536, je vais faire égal Enter et je vais venir sélectionner cette cote-là, ce qui me permet d'avoir 3536, mais sous forme d'une fonction où on me dit que finalement, je suis allé chercher la cote qui était dans mon esquisse pour donner ma longueur. Magique. OK. Je sors de là, j'ai OK. Et j'ai un petit cube. Maintenant, je veux aller travailler sur ce petit cube-là. C'est sûr que je peux cacher mon corps de pièce principal et continuer à travailler dessus. Mais, je vous ramène une petite fonction que je vous ai expliquée à un moment donné, puis que je vous ramène là parce qu'elle est encore plus pratique. Mais dans vos outils, ici, vous avez ceci, qui s'appelle seulement le corps courant. Clic. Donc, vous n'avez pas besoin de jouer avec du chaud, no chaud, vous faites juste activer ça, c'est un filtre. OK? Et là, remarquez ce qui se passe là. Pour faciliter ma vie, je vais travailler soit sur la face qui est là ou la face qui est là, c'est-à-dire ça ou ça. OK? Si je travaille par en dessous, ça se fait aussi, mais il faut figurer où est-ce qu'on est dans l'espace. Les chances sont que vous n'obteniez pas la géométrie qu'on veut avoir à la bonne place. Il va falloir la refaire. Mais là-dessus, c'est plus simple à gérer. Donc, je m'en viens là-dessus. Je fais cette face-là. Ce que je veux faire, c'est venir découper ce petit cube-là de manière à ce qu'il me reste juste la partie qui va se superposer au gros cube que je vais venir soustraire. Donc, je viens juste arracher le coin du cube pour en laisser une trace sphérique. Donc, pour produire la géométrie, vous avez besoin d'un axe et vous avez besoin d'un arc de cercle qui doivent être définis de la façon suivante. Votre arc de cercle doit d'abord être coïncident, doit avoir un centre coïncident au coin et doit être coïncident au coin diamétralement opposé. On se rappelle que cette valeur-là a la valeur du rayon que vous voulez faire. Et évidemment, on veut que cet arc de cercle-là tourne autour de votre axe. Question de goût, ce que j'ai là fonctionnerait, mais personnellement, j'aime bien quand je fais ce genre d'opération-là, contrôler toute la forme, ce qui fait que je vais prolonger mon axe ou surtout mon rayon jusqu'en haut et mon rayon jusqu'en bas. Et je viens faire une gauche. J'ai donc cette jolie petite pièce-là. Okay? Qui, si je ramène le gros cube, tombe en place. Ce que je vais faire maintenant, c'est avoir 8 cubes pareils. 8 coins pareils, c'est-à-dire. Ça fait, si j'avais été capable de faire mon opération dans mon cube et de soustraire la matière, ben, j'aurais fait, disons, coin sphérique, en supposant que ça existe, là. Puis après ça, j'aurais voulu faire un miroir de mon coin sphérique ici. Et j'aurais eu 2 coins sphériques. Mais après ça, j'aurais été peut-être intéressé à prendre mes 2 coins sphériques et à faire un miroir par rapport au plan qui est là pour avoir les 2 coins en bas, puis finalement avec le plan qui est là, pour faire l'autre coin qui est là. OK? Le hic, c'est que dans le corps principal, vous pouvez faire un miroir, mais vous ne ferez pas le miroir du miroir ou le miroir du miroir du miroir. D'un corps de pièce, vous pouvez. Donc, ici, OK, parce que mon corps de pièce ne contient que ma géométrie, je peux demander une première symétrie par rapport au plan qui est là, ce qui me donne 2 points. Je peux demander une deuxième symétrie par rapport au plan qui est ici, ce qui me donne 4 points. Et je peux demander une troisième symétrie par rapport au plan qui est là, ce qui me donne mes 8 coins. Donc, j'ai 2 opérations, 3 symétries, j'ai mes 8 coins. C'est pas si pire. C'est moins qu'une opération par coin. Et maintenant, je m'en viens sur le corps de pièce 2. Et tantôt, ce que j'ai fait avec le corps principal, c'est que j'ai fait une intersection.
Alors que ici, je vais prendre le corps de pièce 2 et je vais venir le retirer du corps principal. OK? Il manque juste une chose, c'est que là, c'est bien beau mon affaire, mais ils sont petits mes rayons. Donc, ça pourrait être le fun de penser à paramétrer ça. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça un petit peu? On le revoit. Je vais me faire un paramètre pour mes rayons sphériques. Donc, je vais venir créer avec le f de x un paramètre de type longueur qui va s'appeler SPHRAD qui va faire 0.5 pour commencer. Et en faisant ça, ben, j'ai dans ma boîte ici un rayon qui vient d'apparaître. Okay. Je reviens dans ma première esquisse et je retrouve cette petite forme-là. Je prends la cote de 0.5, éditer formule, rayon, OK, sortie, ciao, bye. Okay. Mon rayon est attaché à ce paramètre-là. Je le change pour 1 pouce et j'obtiens ceci. Joli, n'est-ce pas? Okay. Vous n'aurez pas de paramétrique dans les examens qui s'en viennent. C'est un outil. C'est un outil, mais c'est un outil qui peut être le fun. Quand vous prévoyez faire la même chose, il faut que vous y pensiez à l'avance. La raison pour laquelle je ne vous donne pas ça d'un examen, c'est que d'abord, je le fais en MD2, mais c'est surtout que du paramétrique, c'est bien, là, mais il faut y penser un petit peu. Puis, si je vous demande de faire ça d'un examen, ben, il faut que vous maîtrisiez déjà le logiciel avant, parce que la gestion de votre modèle paramétrique vous demande déjà d'autres choses. Donc, si vous voulez jouer avec ça dans vos modèles pour votre projet, good, mais vous n'êtes pas obligé. C'est un outil. D'accord? Donc, des questions pour ça? OK. Je vais arrêter là, parce que j'en ai déjà fait un bon petit bout, pareil, puis que c'était un petit peu intense. J'ai d'autres opérations booléennes à couvrir au prochain cours. Ça va permettre de faire un rappel. J'ai un autre exercice que vous allez, j'espère, aimer, parce que c'est une pièce déjà un petit peu plus tordue, puis on l'a fait par booléen, puis ça va bien. Mais c'est surtout qu'au prochain cours, sans faute, là, on enligne le drafting, parce que là, il va falloir qu'on se mette à en faire un petit peu plus là, pour ce qui s'en vient. Tu as une question? Oui? À ton écran? OK, je vais y aller après. Donc, c'est beau. On cesse l'impression, pas l'impression maintenant.